mais je te remercie de cette question, tu as raison. Il faut savoir écouter les oui, ça va. Oui, c'est ça. Parce que oui, ça va, parfois, ça veut dire, faites pas trop. Je trouve que vous faites quand même du très bon travail et on sent justement cette distinction. Et bienvenue sur ce nouveau podcast. Du coup, c'est le lancement de la 3e saison du podcast Face to Face sur HNI. Donc, pour ceux qui connaissent pas, du coup, il y a eu 2 premières saisons avec plus d'une quinzaine d'invités en tout. Donc voilà, c'est un honneur déjà de commencer par toi, sachant que pour la première fois je me déplace aussi loin, vu qu'on est aujourd'hui à Marseille pour cet épisode. Ouais. Donc c'est un plaisir de te revoir parce qu'on se connaît un petit peu. Voilà, on va discuter un peu plus de ça. Mais du coup, pour commencer, je vais te laisser te présenter, nous expliquer déjà ton prénom, mais qui tu es, un peu ce que tu fais dans la vie, etc. Pour en arriver jusqu'ici. Ok, très bien. Déjà, merci à toi pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de t'accueillir chez moi à Marseille. Et moi, je m'appelle Marina, j'ai 37 ans. Je suis fondatrice et directrice de création de l'agence Folket. Et je suis surtout la maman de Camille qui aura 4 ans fin novembre. Ok, voilà. Très bien. Alors du coup, pour en expliquer un peu plus, moi je sais ce que c'est que Folket. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que surtout qu'avant d'en arriver là, tu avais aussi un autre métier. Oui. Très important. Comment t'en es arrivé là? Et quel a été le déclic peut-être? Donc Folket, c'est une agence de conseil et communication. Effectivement, c'est un parcours un peu atypique puisque je ne viens pas de ce domaine-là. J'ai été orthophoniste pendant 10 ans. Et il y a à peu près, ça fera 4 ans au mois de février prochain, j'ai fait une rencontre professionnelle qui m'a donné envie de changer de vie. C'était pas du tout prévu. Et j'adore l'imprévu. Et voilà, du coup, j'ai créé cette agence de communication dont je pourrais parler un peu plus en détail. Mais voilà, c'est une agence de création, donc on accompagne les entreprises, les institutions, les collectifs à bien définir qui ils sont. Donc on travaille vraiment sur leur identité de marque. Et ensuite, lorsqu'on a fait ce travail-là, on va pouvoir faire vivre cette identité à travers une communication qui se veut, chez Folket, à forte valeur narrative. Donc on prend vraiment le temps de construire, d'écrire et de créer du contenu qui fasse sens vraiment pour notre client, tout simplement. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai le nom, vous irez voir. Je trouve que vous faites quand même du très bon travail et on sent justement cette distinction, on va dire, avec comme tu l'as dit, le caractère narratif qui est assez bien fait, je trouve. Merci, c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire. Parce que franchement, à chaque fois que je vois une nouvelle campagne, même si voilà, je les vois pas toutes, forcément, mais à chaque fois, je prends le temps de voir et d'aller voir aussi les clients, ce qu'ils font, etc. Et je trouve ça à chaque fois très, très bien fait. En fait, je trouve que vous arrivez à toucher du doigt ce qui fait qu'on va s'intéresser à chaque fois à l'autre, même si c'est des domaines à chaque fois différents. Donc voilà, même si je trouve exactement. Écoute, merci beaucoup pour ce retour. C'est vrai que même moi, lorsque je me suis lancée dans l'aventure, j'avais une petite appréhension parce que tout ce qui touche à la communication, je pense que j'avais des a priori aussi parfois. De communication, c'est ça. Vendre plus, exactement. Beaucoup de contenu, faire dans la quantité, respecter les algorithmes, etc. Et en fait, je crois qu'on vient moins du marketing que des sciences humaines, de toute façon, chez Folket, donc on a cet ADN-là. Et surtout, on essaye d'avoir une communication qui fasse sens. Voilà. Et on va dire qu'on privilégie la qualité à la quantité. Si vous êtes un client et que vous voulez communiquer 3 fois par jour, on n'est pas la bonne agence pour ça. En revanche, si vous voulez construire une communication qui fasse sens et qui soit évidemment bien ciblée pour votre domaine d'activité et qui soit construite avec beaucoup de créativité, c'est ce qu'on essaie aussi de mettre dans chacun de nos projets,
probablement qu'on vous correspond à ce moment-là. Ouais, c'est ça, en fait, tu l'as dit, c'est vraiment l'humain qu'on ressent, en fait. Oui. Et c'est ça qui me manque aujourd'hui, sur les réseaux, déjà, mais aussi dans Pourtant, la communication. Il y a plein d'humains sur Instagram. Oui, mais c'est vrai. Mais comme tu as dit, ouais, c'est vrai qu'on se perd derrière le contenu, derrière le but, en fait. Chacun cherche quelque chose sur les réseaux sociaux. Et du coup, on oublie à la base le lien humain. Oui. Qui fait que justement on va être la cible ou non et on va se poser des questions, on va essayer d'apprendre sur l'autre. C'est aussi ce qu'on veut mettre en avant sur Hassani, tu vois. Mais voilà, en tout cas, très, très bon travail. C'est gentil. Mais il y a beaucoup de contenu, évidemment, aujourd'hui. Hein, tout le monde crée du contenu. Mais il y a aussi beaucoup de contenu qualitatif. Il faut savoir aller le chercher. Et je crois qu'il faut vraiment garder son pouvoir attentionnel. On n'a pas une capacité attentionnelle illimitée. Et donc, il faut choisir les contenus qu'on regarde, les médias qu'on suit. C'est important. Et de temps en temps, peut-être qu'il faut faire aussi le tri dans ce à quoi on est abonné sur les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est important. Il y a des choses très très bien qui sont faites. Donc, c'est vrai que j'avais cette discussion il n'y a pas longtemps avec une personne qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux et qui critiquait le fait qu'elle ne comprend pas que les gens puissent autant passer de temps sur les réseaux mais aussi travailler sur les réseaux. Elle trouve ça un peu inutile, bête entre guillemets. Et je lui expliquais que en fait c'est nous qui créons notre propre algorithme. Et c'est vrai que des fois on oublie qu'on est maître de ce qu'on regarde et de ce qu'on retrouve dans son feed, en fait. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'il faut faire le tri, je pense. Exactement. Parce qu'il y a des choses auxquelles on est sensible à un moment et puis plus à d'autres moments. Et il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Moi, sur ça, j'ai toujours été très... Ça a toujours été... j'ai toujours vécu les réseaux sociaux dans l'action, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis très peu passive sur les réseaux sociaux. Ouais. Je vais regarder des choses qui m'intéressent, mais c'est du contenu que j'ai choisi. Mais tu me verras jamais scroller pendant des heures. Franchement, j'ai pas le temps déjà de le faire. Ouais. Et surtout, ça me rend pas spécialement bien de faire ça. D'avoir trop de contenu à un moment donné, c'est... Voilà. Donc, c'est... Il faut choisir. Voilà. Ouais. Du coup, pour ceux qui connaissent un peu le podcast, j'ai toujours mes petites fiches avec moi, des questions. Donc, en fait, j'ai la même trame que je garde depuis les 2 premières saisons. Mais cette fois-ci, j'ai rajouté quelques questions. Pas beaucoup. Mais que je trouve qui font sens, peut-être, et qui amènent aussi à la réflexion. Donc là, on a vu un peu ton profil, etc. J'ai une dernière question dans cette catégorie-là. Est-ce que ça ne va pas aujourd'hui ? Parce qu'on demande souvent si ça va. Et on répond souvent oui, par mimétisme et par automatisme. Mais est-ce que ça ne va pas ? Et pourquoi ? Ça va. Ça va très bien. Non, ça va très bien. Alors, ça m'arrive, comme tout le monde, de ne pas aller bien. Ça dure jamais très longtemps, par choix. Je pense avoir une capacité de rebond quand même assez rapide. Mais oui, ça m'arrive, bien sûr, d'avoir des coups de mou. Mais non, en ce moment, ça va bien. Donc là, on est en mois de septembre. J'ai passé un bon été. On a eu des vacances à la montagne. On s'est reposé. Puis, j'ai pris le temps aussi d'anticiper ma rentrée, de la préparer. Et du coup, rentrée bien préparée, reprise plus douce aussi. Donc non, franchement, tout va bien. Plein de projets personnels, professionnels. Donc non, ça va plutôt bien. Mais je te remercie de cette question. Tu as raison. Il faut savoir écouter les oui, ça va. Oui, c'est ça. Parce que oui, ça va, parfois, ça veut dire, en fait, pas trop. Exactement. Viens, on parle un peu. Ok. Du coup, très contente de savoir que ça va vraiment. Oui, ça va. Maintenant qu'on voit un peu qui tu es dans les grandes lignes, j'aurais des questions un peu plus sur ton identité et ta vision du monde. Même si ça paraît assez large. Bon, déjà, on a vu que tu étais une maman active. T'as 37 ans, c'est ça ? Oui. Ok. Bientôt 38 en réalité. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves ta place
dans cette société, dans ce monde? Est-ce que tu trouves que tu as trouvé ta place, que tu es partie chercher ta place, que tu l'as créée? Et comment tu te sens à ta place? Eh bien, oui, je me sens à ma place. Je pense que c'est une place que je crée depuis mon arrivée sur Terre. Donc, les choses se font petit à petit. Je me sens à ma place en tant que femme entrepreneur. Je suis contente d'avoir eu le courage de me lancer. Je suis fière d'avoir créé une entreprise dans laquelle je crois qu'il fait bon vivre. En tout cas, on essaye de privilégier certaines valeurs chez Folked comme la justesse, l'écoute, la bienveillance. Elle est évidemment naturelle. Je ne devrais même pas la citer, mais voilà, je crois qu'on est dans une entreprise où on travaille avec beaucoup de joie, de créativité. Donc finalement, je suis fière d'avoir créé dans cette société un petit espace déjà. Alors, c'est une petite entreprise pour l'instant, mais où voilà, on essaye de trouver du sens à ce que l'on fait, et ce dans chaque projet. Je pense avoir aussi trouvé ma place en tant que maman, même si c'est le métier le plus difficile au monde. Je suis très contente d'être maman. J'ai toujours voulu être maman. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit garçon, puis j'en ai eu un qui est formidable. Enfin voilà, si j'avais dû imaginer un enfant, je crois que j'aurais pas imaginé mieux que ce qu'il est. Après, c'est difficile de conjuguer vie professionnelle et vie de maman, enfin surtout quand on entreprend. Mais j'apprends. Voilà, je trouve mon équilibre au fur et à mesure. C'est une sorte de balancier, quoi. Quand je suis dans mon projet professionnel, j'essaie d'être à fond. Et quand je suis avec mon fils, avec ma famille, j'essaie d'être qu'avec eux aussi. Voilà. Okay. Et donc d'accepter que finalement... en réalité, le mot équilibre, je crois qu'il n'est pas juste. Ça ne peut jamais être équilibré. C'est un balancier. Parfois, c'est plus ça. Parfois, c'est plus ça. Voilà. Et après, oui, je suis bien dans le monde dans lequel on vit. Alors, c'est un monde qui est très rude, très difficile. Donc, je protège aussi mon attention par rapport à la quantité d'informations qu'on va recevoir. Voilà, tout ce qui se passe dans le monde d'assez dramatique, de terrible. Et en même temps, on ne peut pas toujours agir. Donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, moi, à mon échelle, en tout cas, j'essaye de cultiver une sorte de joie quotidienne. Voilà. Ok. La joie est hyper importante pour moi, tu vois. On parle souvent du bonheur, mais en fait, c'est quand même un vaste sujet qu'on théorise beaucoup. La joie, on peut la cultiver au quotidien, et puis surtout, elle peut se loger dans n'importe quoi, dans un morceau de musique, dans un bouquin, dans un épisode de série, un podcast, une lampe allumée. Enfin, moi, j'adore les lampes. Mais voilà, le soir, quand j'allume ma petite lampe et qu'il est 21h et que je vais mettre un film ou que je vais ouvrir un livre, c'est un moment de joie. Voilà, quand je lis aussi le soir avec mon fils, c'est un moment de joie. Donc, je pense, me sentir bien dans le monde, aussi grâce à la joie. Ok, très bien. J'avais oublié une question, mais du coup qui tombe bien. Je t'ai pas demandé tes origines. Oui. Et justement, tu parlais d'un peu ce monde un peu compliqué. Oui. Quelles sont tes origines ? Oui. Quel lien tu as avec ? Et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté de bien ou de mauvais ? Ça fait plusieurs questions regroupées, mais voilà. Eh bien, j'ai une histoire un peu atypique, je pense. Moi, je suis franco-algérienne. D'accord. Je suis née en Algérie et je suis arrivée en France, à Marseille, à l'âge de 6 ans. Donc, je suis d'origine algérienne, l'Algérie du Sud, le Sahara, le désert, une oasis natale, une famille paternelle que je ne connais pas bien. Mais je crois que mon lieu de naissance et mes origines m'ont donné quelque chose de particulier à tout jamais. C'est-à-dire que je suis arrivée à Marseille en août 94, donc j'avais 6 ans. Et je me souviens très bien
de mon arrivée. Déjà, on est arrivé sur un bateau qui s'appelait le Liberté. Et en arrivant dans la rade de Marseille, j'ai vu le château d'If, les îles du Frioul, les couleurs, les odeurs étaient déjà différentes en fait de l'endroit que je quittais. Et je crois que ça a été le premier déplacement intérieur en moi. Et je sais pas, j'ai gardé ce bout d'Algérie en moi, sans jamais trop creuser. J'y suis retournée qu'une fois et c'était dans des conditions un peu tristes. Mais mes origines sont une force parce que je sais que je viens de loin, je viens d'ailleurs et donc je peux aller loin aussi dans mon chemin de vie. J'ai pas peur de changer, j'ai pas peur de me déplacer, que ce soit physiquement ou ne serait-ce que dans ma tête à travers parfois des questions existentielles. Mais mon lieu de naissance, je crois, m'a apporté beaucoup de profondeur. Ça fait partie de moi. Et j'ai du travail de mémoire à effectuer pour connaître encore mieux mes origines, d'où je viens. Et c'est un travail que je ferai quand je serai prête. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait juste avant de filmer. On a tous un lien différent à notre histoire, à nos origines. Du coup, tu m'as dit que tu avais 6 ans, donc ça fait un peu 31 ans, du coup. Ouais. Mais c'est marrant, t'en parles comme si c'était quelque chose déjà qui est en toi, qui a toujours été en toi. Mais est-ce que c'est un manque, peut-être ? Ou tu le ressens pas comme ça ? Parce que j'ai l'impression que, tu l'as dit, ça fait ta force, ça fait qui tu es. Est-ce que... Parce que je sais qu'il y a des personnes... j'en parlais avec quelqu'un qui était capverdien, donc que j'ai reçu sur le podcast, qui me disait que justement il avait besoin d'y retourner souvent parce que il était fier de ses origines et qu'à chaque fois qu'il y retournait, c'est comme si il redonnait un vent frais entre guillemets et que c'est là-bas qu'il puisait toute sa joie, sa bonne humeur. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te nourrit au quotidien ? Voilà. En fait, quitter un pays à l'âge de 6 ans, déjà on ne se rend pas bien compte. Quand je suis partie d'Algérie, je ne pensais pas que je n'allais plus la revoir d'aussi longtemps. Et puis dans des conditions un peu particulières, une histoire de famille. Donc je suis arrivée dans, on va dire, ici. Et en fait, ici, ça a tout de suite été chez moi. Et j'ai construit toute ma vie ici. On est arrivé, j'ai tout de suite été scolarisée au CE1. J'avais fait le CP avec ma grand-mère, qui était professeure de lettres. Donc tu parlais déjà français ? Oui, j'ai toujours parlé français. J'ai jamais parlé arabe, malheureusement. C'est terrible. Par contre, je suis familière avec les sonorités arabes. Donc, quand on me parle dans la rue en arabe, surtout à Marseille, ça peut arriver. Ça aide d'être à Marseille. Je comprends ce qu'on me dit. Mais non, ça me manque pas. Mais par contre, je suis certaine que ça a fait quelqu'un de très nostalgique. Je suis très nostalgique. En fait, je m'attache beaucoup au passé. Et donc, quelque part, je suis nostalgique de ces souvenirs que j'ai avant 6 ans. Je sais que ce sont des souvenirs avant 6 ans, puisque j'étais dans un autre pays. Donc, j'ai encore des flashs de là-bas. Non, c'est pas un manque. Enfin, je le ressens pas comme un manque. Mais j'ai un bout d'histoire à aller chercher. Et je sais qu'il est très grand. En fait, je vais tirer la ficelle et waouh, il y a tout qui va venir. Donc, c'est un travail que je veux faire depuis longtemps. Mais voilà, il y aura un moment pour ça. Ouais, c'est ça. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression que là, on part de l'Algérie. C'est une histoire très forte. Que ce soit juste l'Algérie elle-même, l'Algérie et la France. Donc c'est toujours... En fait, j'ai l'impression que chacun a une histoire forte dans son lien avec l'Algérie, peu importe d'où il vient en Algérie. Et il y aura toujours quelque chose de profond derrière. Donc je trouve ça beau, personnellement, même si c'est toujours aussi teinté de tristesse, de regret, de choses comme ça, parce qu'il y aura toujours des rebondissements, on va dire, dans la vie. Mais je trouve ça beau à chaque fois, parce que y a plein de personnes
qui sont algériennes ou pas d'ailleurs, et qui ont ce besoin, comme tu as dit, d'aller chercher. Mais c'est vrai que c'est une quête d'une vie, entre guillemets. C'est une quête d'une vie. C'est ça. Ouais. Ok, du coup, pour continuer un peu dans l'identité, aujourd'hui, on peut dire que tu es une personne accomplie. Est-ce qu'il y a des personnes ou des personnalités, donc proches ou pas, enfin privées ou publiques, qui t'ont aidé peut-être à arriver jusqu'ici? Ah bah bien sûr. C'est toujours avec les autres qu'on accomplit les plus belles choses. Je vais forcément parler de ma maman. Ma maman est quelqu'un qui a eu une histoire incroyable. Pas toujours dans le bon sens du terme, mais du coup qui a développé une espèce de force intérieure. Ma mère, c'est une femme puissante. Elle a pas hésité à changer de pays quand il le fallait, avec ses enfants. Elle s'est toujours battue pour travailler, pour nous offrir une belle éducation, qu'on puisse partir en vacances. Ma mère, elle a été vraiment une besogneuse, quoi, et elle l'est toujours d'ailleurs. Donc, je pense qu'elle m'a transmis une force, d'y aller, quoi, de ne pas avoir peur d'y aller. Quand elle a une idée, elle va au bout. Je suis devenue comme ça aussi. Mon fils et mon conjoint, forcément, ma petite famille du quotidien. Je vis avec une personne qui est très calme, qui est fidèle à elle-même, et du coup ça tempère bien ça fait le contrepoint avec on va dire mes élans créatifs, et un petit garçon toujours plein de vie, toujours le sourire, toujours partant pour tout, donc on va dire que ma famille déjà m'inspire beaucoup. C'est mon pilier. Mais après, il y a plein de gens qui m'inspirent, il y a plein de choses qui m'inspirent. La liste serait longue. Mais j'ai envie de citer quand même des femmes que j'admire par leur professionnalisme, la façon dont elles mènent leur carrière, et avec intelligence, avec justesse. Je pense à Caroline Roux, qui est présentatrice de C'est dans l'air. Que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup Mélissa Thoriot aussi, pour ses engagements, la façon dont elle les incarne, sa vision toujours très juste des sujets dans lesquels elle va. J'aime aussi beaucoup... je sais pas, je pourrais en citer tellement, mais... les personnes qui m'inspirent, c'est à la fois mon cocon familial et à la fois tout ce dont je me nourris. Ok. Voilà. Et du coup, pour contrebalancer, qu'est-ce que toi, tu penses apporter aux autres au quotidien par la personne que tu es aujourd'hui? Je sais pas, je dis toujours que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est l'écouter. L'écoute, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne. La vraie écoute, l'écoute active. Donc peut-être que c'est ce que j'apporte aux autres, l'écoute. En tout cas, j'essaie d'apporter ça à des gens qui m'entourent, et puis à nos clients aussi. Écouter pour mieux comprendre. Mais en général, juste écouter, déjà, c'est un beau cadeau. Les gens n'ont pas toujours besoin de conseils. Ils ont besoin qu'on les écoute, ils font leur cheminement eux-mêmes, et c'est très important de mettre des mots sur sa pensée. Ça va nous permettre d'avancer, de verbaliser. Donc je dirais l'écoute, et un peu de joie quand même. Toujours. Attends, toujours. C'est vrai que je t'ai toujours vu et connue avec le sourire, donc ça fait partie de toi. Je ne rate pas une occasion de me marrer. Ça, c'est sûr. Oui. C'est sûr. De toute façon, c'est... je crois d'ailleurs, j'en parlais hier. La joie, c'est rire pour ne pas pleurer aussi. Oui. Mais pas que. Parce que c'est contrer le négatif, mais c'est aussi ramener du positif. Donc au final, ce
Ce sera toujours bon à Puis prendre. c'est facile. Franchement, mais concentrez-vous sur la joie. Ouais. C'est tellement plus facile que le bonheur. C'est ça. Je veux dire, le bonheur, moi je suis restée encore en classe de philo, là, Oui. vous avez 3 heures, et le bonheur existe-t-il? Mais la joie, c'est, voilà, il faut se réjouir de plein de petites choses. C'est ça le secret, hein. Moi, c'est ça mon secret, vraiment. Ok. J'essaye de... Là, par exemple, je suis très contente d'être avec toi. En plus, bon, je pense que les gens ne le savent pas, mais on a un lien Oui. profond ensemble. Et du coup, c'est... Tu vois, je me dis quand même... Enfin, tu m'as écrit, puis bim, bam, boum, t'as pris tes billets, tac, t'es là, on tourne cet épisode, ben, j'en profite, voilà. Je me dis que c'est un moment passé avec toi. Bah oui, totalement. Avec ta communauté. C'est ça. Un moment partagé. Ouais. Ok, donc on en a fini avec les questions un peu profondes de réflexion. On va passer sur quelque chose de plus léger, bon, qui peut être toujours profond et... Ouais, méfie-toi avec moi, je pars en profondeur à chaque fois dans tout. Ça s'appelle Toi face à. Ok. Donc là, je te donne juste des mots et tu me donnes ton rapport avec ça. Tu peux développer ou pas, mais c'est plus léger. Ok. T'aimes pas, ton point de vue sur la question. Allez. Donc on commence par les animaux. Oui. Tu aimes les animaux? Ah oui, j'adore les animaux. J'adore les animaux. J'ai beaucoup d'empathie pour les animaux. Ouais. Je les aime. Alors, je les préfère chez les autres. Non, mais c'est vrai. C'est de en fait, je déteste les gens qui prennent des animaux qui s'en occupent pas derrière. Ouais. Voilà. Ça me dérange profondément. Ce ne sont pas des jouets. C'est sûr. Donc oui, j'aime les animaux. J'ai eu un chat. Je suis obligée de parler de lui parce que je l'ai aimé, ce chat, mais il était beau en plus. J'ai adoré avoir un chat. Voilà. Malheureusement, il est mort subitement dans mes bras à l'âge de 5 ans. Ça m'a fait trop mal. Ah ouais, c'est dur ça. J'ai pas repris de bête depuis et voilà, c'est pas prévu. Okay. Mais bien sûr, j'adore les animaux. On inculque ça à notre fils, le respect des animaux. On a droit de tuer que les moustiques dans cette maison. C'est vrai, oui. Le seul animal en vrai qui n'a aucune pitié. Ok, alors juste je me permets, puisque je sais pas si c'est le fil qui a bougé ou si c'est juste la lumière qui s'est éteinte. Du coup, autre mot, la famille. Est-ce que j'aime pas? C'est ça. Toi, face à la famille, quelle est ta relation avec la famille? Ok. La famille, c'est mon pilier, c'est ma base. Voilà, en plus, j'ai une petite famille, moi. Donc, voilà, c'est ma famille. Cocon. C'est mon cocon. Mais je suis très indépendante. Okay. Et on est tous très indépendants dans cette famille. Voilà, on se voit régulièrement, mais voilà, j'ai quand même une relation très, très indépendante, de façon générale, dans la vie, et aussi par rapport à ma famille. Voilà. Ok. Autre mot, le voyage. Le voyage. Oui, j'aime les voyages, peut-être comme tout le monde. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais étudiante et puis quand j'étais orthophoniste. Je suis allée dans plein de pays différents. Aujourd'hui, je voyage un petit peu moins, forcément avec un enfant en bas âge et une entreprise. C'est pas pareil. C'est plus compliqué. Mais bon, j'adore la montagne. C'est un endroit qui me remet à l'endroit très facilement. J'ai pas besoin de prendre des avions tout le temps. Et en plus de tous les voyages que j'ai faits, ils sont encore en train de s'imprégner en moi. J'y pense encore. Et ils m'apportent encore aujourd'hui, alors que ça fait plusieurs années maintenant. Okay. Donc j'aime bien aussi l'idée de faire de beaux voyages et de les laisser, tu vois, voilà, te changer. Ouais, prendre le temps de te changer. Okay. Mais ma prochaine destination, ce sera probablement la Suède. Ouais. Où vit ma sœur. Ok. Et voilà. Tu as déjà été, j'imagine, plusieurs fois, ouais. J'y ai déjà été et j'y retourne probablement l'été prochain. D'accord, voilà. Ok. En famille. Ouais. Ah, donc sympa. On mixe les deux là. Ouais. D'accord. Mot suivant, qu'est-ce qu'il nous reste? L'eau. L'eau en général, dans tous ses états. Oui. Que ce soit l'eau à boire, l'eau de la mer, la piscine, la pluie. Ok. Tout ce que ça peut t'inspirer. C'est vrai que c'est pas l'élément que je choisirais en priorité. J'irais vers la terre. D'accord. Comme ça d'instinct. Mais l'eau, évidemment, l'eau. Il faut boire de l'eau.
Ouais. Certains ne le font pas. L'eau, que dire de l'eau? Ça me fait penser à La Force de l'eau, qui est un petit court-métrage qu'on a fait il y a 2 ans maintenant pour un nageur qui s'appelle Clément Sequi. Et donc, on avait fait une petite interview un peu improvisée comme ça avec lui au bord du bassin. Et il s'avère que cet épisode, on a fini par l'appeler La Force de l'eau parce que justement, il parlait tout le temps de son rapport à l'eau en tant que nageur. Et voilà, je trouvais ça assez fascinant. Moi, j'ai pas de rapport spécial à l'eau, quoi, à part boire de l'eau et prendre ma douche. Ouais, c'est très bien déjà. Je vais pas trop à la plage. Je suis marseillaise, mais je vais très peu à la plage. Ok. Ouais. Bon. Je suis pas une fan de la plage, quoi. Ouais. T'es plus piscine, peut-être. Je suis plus montagne. Montagne, ouais. C'est vrai. Moi, c'est pas trop mon élément, la montagne, mais c'est vrai que ça me donne envie de plus en plus. Mais j'ai jamais sauté le pas. Je sais pas trop pourquoi. Ah non, mais vas-y, quoi. Je saurais pas expliquer. En fait, j'ai l'impression que c'est pas mon milieu. En fait, c'est peut-être aussi l'inconnu qui fait ça. Je sais pas. Après, j'ai été une fois au ski. C'était chaotique quand j'étais très jeune. Hein. Et donc, ouais, ça s'est résumé à ça, en fait, mon expérience à la montagne. Et depuis... Ouais, tu en auras d'autres, tu verras. Et quand tu auras goûté... Non, mais après, je suis pas une fanatique de la montagne, mais c'est vrai que c'est un lieu... personnellement, qui me ressource. J'aime le calme de la montagne, j'aime me sentir toute petite. Enfin, c'est un endroit qui m'inspire beaucoup. À chaque fois que je suis à la montagne, j'écris beaucoup. J'ai plein de bonnes résolutions, entre guillemets, que j'arrive à tenir. Non, la montagne, ça me gagne. Ok, très bien. Du coup, il nous en reste 2. Le premier, c'est l'amitié. Et le deuxième, c'est la religion. Ou la croyance en général. Donc, tu veux que je te parle de mes amitiés? C'est ça, ton lien avec l'amitié. Je sais que certaines personnes mettent l'amitié avant la famille, par exemple. Est-ce que c'est ton cas? Ou est-ce que... pas forcément. Ouais, il n'y a pas de rapport de dominance, en fait, dans mes relations. J'ai des amis, franchement, je suis bien entourée au niveau amical. J'ai les mêmes amis depuis des années. Je suis très chanceuse, en fait. J'ai des amis qui ont toujours été là pour moi. Là, j'ai eu des petites épreuves ces 2 dernières années au niveau santé. Et en fait, c'est dans des moments comme ça qu'on voit aussi... la famille, forcément, elle est là. Et c'est nécessaire, ça fait du bien. Mais les amis m'ont surprise encore, alors qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Donc franchement, j'ai beaucoup de chance au niveau amitié, et je prends soin de mes relations amicales. J'ai moins de temps aujourd'hui pour rencontrer de nouvelles personnes, mais honnêtement, je suis tellement bien là, avec les personnes qui font déjà partie de ma vie. Donc l'amitié est très importante pour moi. C'est la deuxième famille. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, et du coup, le dernier, la religion? La religion, écoute, moi j'ai été élevée dans la religion catholique. C'est la religion que ma mère m'a transmise, qui venait de ma grand-mère maternelle aussi, qui m'a fait découvrir l'église, qui m'a acheté des hosties quand j'étais petite, que j'avais pas encore fait ma première communion, mais pour que je puisse communier, etc. Donc j'ai tout fait, première communion, confirmation. J'étais à l'œuvre, donc ce sont des espèces de centres aérés catholiques. Voilà. Moi, j'étais dans une œuvre de garçons exclusivement, donc j'ai grandi avec des garçons. Ça forge. Voilà. J'y suis rentrée à l'âge de 6 ans et je suis partie à la majorité. Donc, c'est un endroit qui a vraiment participé à mon éducation. Et je ne pratique plus aujourd'hui la religion. Mais on va dire que la foi est toujours en moi. Alors voilà, je sais que j'habite pas très loin d'une abbaye et j'ai besoin d'y aller de temps en temps. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Parfois je vais à l'abbaye et
je me recueille, ça m'arrive de prier. Beaucoup d'humilité par rapport à la religion et puis surtout beaucoup de liberté, c'est-à-dire que la religion elle est dans mon cœur. Dieu, c'est pas le papa de Jésus, c'est bien plus grand que ça, c'est la lumière qui est en nous, quoi. Ouais, voilà, et la beauté du monde. Donc, voilà comment j'ai ces bribes qui restent en fait de la religion. En tout cas, mon rapport à la religion, il est très intimement lié à ma grand-mère et donc rien que pour ça je l'oublierai pas, quoi. Voilà. Et puis je crois aussi que de toute façon, en fait, c'est quand même important d'avoir un certain éveil spirituel. La religion peut être un chemin, voilà, vers cet éveil spirituel, mais je crois que c'est quand même important de se poser un peu des questions un peu plus profondes. Voilà, pourquoi on est là, où on va, qu'est-ce qu'on est venu faire. Je dis pas qu'il faut se poser ces questions tous les 4 matins, hein, mais par contre, c'est bien de pas être tout le temps terre à terre, très matérialiste, fataliste, voilà. Bon. Oui, ça permet un certain équilibre, quoi. Oui, et puis c'est notre expérience de la vie, la spiritualité, donc moi je trouve que c'est formidable à vivre aussi, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et bah du coup, sur ces belles paroles, on arrive à la conclusion, qui est la carte blanche de l'invité. D'accord. Et donc, à partir de maintenant, c'est toi qui lis, entre guillemets. Donc, tu as carte blanche, tu peux parler du sujet que tu veux, tu peux me poser des questions, tu peux lancer des débats, tu peux... voilà. La parole est à toi. Ok, la pression. Donc, ça peut durer 5 minutes comme 1 heure de plus. Ok. De quoi je pourrais parler peut-être revenir à ce dont je parlais tout à l'heure, qui est si important pour moi, la joie. Toi, comment tu cultives la petite joie quotidienne ? C'est vrai que pendant ces dernières années, je le faisais plus trop. Mais je m'y suis remise il y a peut-être 1 an, du coup. Déjà avec le lancement de Hachani. Mais pas que, parce que de base, je suis quelqu'un de très manuel. Je suis très créative à ce niveau-là. Donc depuis petite, j'ai toujours fait de la couture, du tricot, de la calligraphie, des bijoux, plein de choses. Et avec le temps, tu grandis, t'as plus le temps, quoi, et t'as d'autres priorités. Et c'est vrai que je m'y suis remise il y a quelques mois et j'essaye de garder ça quotidien. Parce que déjà, ça fait une échappatoire. Et ça... je trouve que ça m'aide dans le sens où je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et donc, se centrer sur quelque chose pendant 1, 2, 3, 4 heures, en fait, ça vide la tête, mais en même temps, ça permet de régénérer les idées, les réflexions. Donc voilà. Donc c'est très solitaire, mais je trouve que ça m'aide dans justement ce lien social qu'on a tout le temps avec la famille, le quotidien, les collègues, etc. En fait, ça fait un équilibre, quoi, tout simplement. Donc voilà, mes petits moments de joie, j'essaie de me les créer. De me les positionner dans le planning. Et voilà, quoi. Ok. C'est intéressant ce que tu dis. Donc toi, tu as 22 ans. C'est ça. Donc on n'est pas tout à fait de la même génération. Et je lis beaucoup que cette génération, la tienne, a plus de difficultés à être heureuse. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a beaucoup de troubles... psychologiques et psychiatriques dont on commence à parler aujourd'hui. J'ai pas de conseils à donner parce que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, mais il est certain que l'action nous sort de tout, en fait, l'action et les autres. L'action, c'est faire, en fait, être dans l'action. Donc moi je trouve ça formidable que t'es
tu as envie de créer un média, que tu l'aies fait, ça porte un nom, je vois que tu as réfléchi à un logo, tu arrives avec une fiche de questions bien préparée, etc. Enfin, c'est super, en fait, de mener à bien un projet comme ça. Et ça te fait rencontrer du monde, et ça va ouvrir aussi ton esprit de rencontrer plein de façons de penser différentes. Et en fait, d'être dans l'action, ça te permet d'être actrice de ta vie. Exactement. Et de ne pas la subir. Moi, je consomme beaucoup de podcasts, mais Dieu merci, je crée aussi beaucoup de choses. Parce qu'en fait, si on n'est que dans la passivité de la consommation, à un moment donné, on peut aussi se dire, mais en fait, moi, je fais rien, moi, je suis nulle, moi, j'ai loupé ma vie, etc. Donc, l'action, c'est très important. Aussi important que les petits moments de joie qu'on va essayer de créer. Mais il faut faire. Faites les choses. Mais de toute façon, il y a plein de gens qui le disent maintenant, sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que je répète quelque chose, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais faites-le. Faites les choses. Soyez actifs, foncez, commencez par juste vous habiller, partez à la bibliothèque, à la librairie, au cinéma, appelez une copine, organisez-vous un week-end à 30 km de chez vous, au village d'à côté, faites quelque chose. Pas forcément quelque chose de grandiose, faites quelque chose de petit, mais faites. Voilà. C'est vrai. Je trouve ça important de le dire, et de le répéter. Oui. C'est vrai que comme tu l'as dit, c'est peut-être générationnel, mais on en a conscience, en tout cas. Après, c'est vrai que l'action est difficile pour certains, pour plusieurs raisons. Mais j'ai quand même l'impression que les éveils se réveillent. Mais voilà, la graine, elle est là. Après, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de faire des choix quand on est déjà victime de sa vie, entre guillemets, que ce soit le quotidien, l'orientation, plein de choses. Puis moi j'ai 22 ans, donc je suis encore dans cette période de études, travail, etc., vie active. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de choses à avoir déjà réfléchi dans sa tête. Et c'est vrai que certains vont prioriser par exemple les études, se dire déjà j'ai mon diplôme et ensuite on verra si je peux me permettre de faire ci ou ça, j'ai pas d'argent donc je peux pas, tu vois. Donc il y a beaucoup en fait de choses qui viennent en compte contre notre gré, tu vois. Mais oui, c'est vrai que la volonté de quand même prendre le temps de faire, c'est très important. Oui, voilà. C'est très important. Et après, je pense que... Alors moi, je suis plutôt de l'école de ceux qui choisissent les études. C'est vrai que moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait des études de psycho et sciences de l'éducation. J'ai eu une licence. Et à la fin de cette licence, je suis rentrée en classe préparatoire des concours d'orthophonie. Pour passer le concours un an après, l'avoir et intégrer une école pendant plusieurs années. Mais pour moi, personnellement, les études m'ont toujours beaucoup nourrie et beaucoup sécurisée. J'avais besoin d'être dans un cadre, j'avais besoin d'apprendre des choses, d'apprendre un métier. C'est quelque chose qui me rassurait. Mais après, encore une fois, faire, c'est pas forcément des choses grandioses, mais je pense qu'il faut avoir un minimum de discipline pour être bien dans sa vie. Ça veut dire marcher tous les jours, ça veut dire limiter le temps d'écran. Alors, bien sûr, on est tous sur nos écrans tous les jours, mais ne pas passer sa journée derrière un écran, mais la passer aussi dans la vraie vie. Et c'est important, hein, encore une fois, quand on va pas bien, la solution c'est parler, faire et s'entourer des autres, parce que c'est souvent dans les autres aussi qu'on va trouver des clés. Donc c'est un message que j'essaye de faire passer, en tout cas à la génération un peu plus jeune. Je vois bien que c'est une génération qui est plus fragile. La mienne aussi, on a des fragilités, mais c'est vrai qu'on a grandi sans Internet. En tout cas, Internet est arrivé dans notre vie quand on était déjà lycée, fin de lycée, début d'études. Donc,
on a connu les 2 vies. Et donc, quelque part, on n'oublie pas quand même que la vraie vie, c'est aussi la vivre vraiment et pas juste la regarder. Voilà. Ok. Autre chose, peut-être à ajouter Non, pas spécialement. Ok. Sauf si t'as une question. Non, écoute, j'ai posé toutes mes questions. C'était très intéressant, très bel échange. Ouais. J'avais juste quelque chose que je voulais peut-être développer. Oui. C'est tout à l'heure, en plus, c'était marrant quand je préparais un peu le matériel, j'ai vu que tu te chauffais la voix avant de parler. Est-ce que, je suppose qu'il y a des choses qui sont restées de ton métier d'orthophoniste. Oui. Je me rappelle aussi que quand j'étais petite, quand on s'était vu, je sais pas quel âge j'avais peut-être 10 ans, peut-être un peu moins. Ouais. Je me rappelle que tu m'avais fait une remarque sur ma voix, tu me disais que j'avais la voix naturellement cassée, etc. Ouais. Est-ce que tu gardes encore des réflexes d'orthophonie où je sais que voilà, tu vas peut-être donner des conseils ou des choses comme ça, ou est-ce que tu essayes de laisser ça derrière toi? Ah non, c'est en moi. Ouais. Je suis partie avec tout le packaging. Non, l'orthophonie fait partie de mon identité. C'est un métier que j'ai adoré, qui m'a vraiment construite, qui m'a apporté énormément de choses. Et qui, aujourd'hui, chez Folquette, est une force. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait ce métier-là avant, probablement que mon agence de communication ne serait pas la même. Donc, je ne regrette rien, je n'oublie rien et je suis toujours orthophoniste, donc j'entends les voix cassées. Je les aime beaucoup d'ailleurs, les voix cassées. Je ne cherche pas nécessairement à les rééduquer, mais je fais toujours... Il y a un copain qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, dès qu'on parle de voix, ça y est, c'est un sujet grave pour toi. D'un coup, tout de suite, tu es très sérieuse. Mais c'est un peu ça. En fait, tout ce qui va toucher à l'orthophonie, d'une façon ou d'une autre, que ce soit la voix, la parole, la mémoire, la transmission, les apprentissages chez les jeunes, et même toute la langue française, puisque pour entrer en école d'orthophonie, à l'époque, il y avait un concours très difficile, donc il fallait parfaitement maîtriser la langue française. Mais ça a été formidable d'étudier la langue dans tous ses états, d'apprendre le dictionnaire par cœur, de passer ses journées dans le Becherel, le Grévis. Il y a pire comme concours quand même. Moi, en tout cas, j'ai adoré tout ça. Et en fait, c'est un bagage mais pour la vie entière, quoi. Donc, non, ça fait toujours partie de moi. D'ailleurs, j'en parle. Franchement, il n'y a pas une semaine où je ne parle pas de l'orthophonie. Et je crois que tous mes clients savent que j'ai été orthophoniste avant. Voilà. Et tu pratiques toujours ou plus du tout? Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai changé de métier. Ça s'est fait progressivement, quand même, sur une année. D'accord. Donc, à la fin de mon congé maternité, au moment de reprendre, il y a une amie qui me contacte, qui a un cabinet de recrutement et qui me dit il y a un de mes clients qui cherche une responsable ou un responsable communication dans sa boîte et j'ai l'impression que tu corresponds vraiment au brief. Ce serait bien que tu ailles à l'entretien. Bon, je me laisse convaincre et j'y vais. En plus, l'entreprise n'est pas très loin de chez moi. Et il s'avère que j'ai le poste. D'accord. Donc, c'était pas du tout prévu. Et donc, pendant un an, je suis à mi-temps en orthophonie, à mi-temps responsable communication de cette boîte. Et c'est la première année de mon fils. Donc, c'est une année intense. C'est l'année 2022. Et fin 2022, je me rends à l'évidence, il faut choisir et renoncer à quelque chose parce que je ne tiendrai pas sur le temps. Donc, je me lance, je crée Folquette et pour donner toutes les chances à Folquette d'être ce qu'elle est aujourd'hui, je décide d'arrêter l'orthophonie parce que ça aurait été trop difficile d'être sur 2 projets. Donc, ça a été compliqué émotionnellement, vraiment, je m'en rappellerai toujours de quitter mes patients, les familles de mes patients. Ouais, c'est vrai que c'est un suivi sur le long terme en plus. C'est quelque chose, tout à fait. Et puis moi, j'étais aussi à la maison de retraite, donc j'avais une relation très privilégiée avec avec mes patients, tout simplement.
Donc ça a été très difficile, mais je l'ai pas regretté parce que ça m'a permis d'être focus et de mettre mon énergie dans un seul projet professionnel. Et j'ai bien fait parce que ça marche bien aujourd'hui. Ah bah donc, oui, complètement. Je suis contente de l'avoir fait, quoi. Ok. Et du coup, peut-être dernière question. Ça fait du coup 3-4 ans, c'est ça, ton agence? Mon agence a 2 ans. 2 ans et demi. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez des ambitions de croissance, d'objectifs à atteindre? Parce que là, vous avez qu'une seule agence, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Oui, Est-ce que peut-être vous voulez vous développer au national, international, ou pas forcément? Alors, c'est peut-être trop tôt aussi pour avoir une vision aussi loin. Non, j'ai une vision très claire, mais chaque chose en son temps. Ouais. Là, déjà, on a eu une très très belle croissance. Donc, Folket existe depuis 2023. Passage de l'année 2023 à 2024, il y a eu 300% de croissance. Donc, très très belle croissance. Je suis passée de toute seule dans mon salon avec mon MacBook à 3 dans un vrai bureau, une vraie agence, avec du matériel et des moodboards partout sur les murs. On va dire que moi, mon modèle d'agence, il va rester à taille humaine parce que j'aime ça, j'aime la proximité déjà dans la relation client. Et puis, j'ai besoin d'avoir le nez dans tous les dossiers que l'on a. Donc, j'aimerais bien qu'on soit 2 de plus, peut-être. Okay. Mais c'est un modèle qui peut très, très bien fonctionner. C'est déjà ce que j'ai commencé à mettre en place. Et après, on commence déjà à se développer au niveau national parce qu'on n'a pas que des clients à Marseille. On commence aussi à répondre, là, depuis plusieurs mois, à des appels d'offres. Okay. Et là, on est rentré dans un game. Là, je retrouve, en fait, aussi ce qui fait partie de ma personnalité, c'est-à-dire... monter des dossiers carrés, bien pensés, jolis, qui aient du sens. Et on va finir par en gagner, c'est mathématique. Mais voilà, on est dans ce truc-là, donc oui, on va rapidement changer de dimension. Ok, voilà. D'accord. Écoute, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci. Encore une fois, je remettrai tous les noms à l'écran en description. Suivez-nous. Oui, pour ceux, déjà pour suivre rien que le travail déjà, et pour ceux qui souhaiteraient peut-être une communication ou des conseils, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà. Super. En tout cas, merci encore pour ta disponibilité. À toi. Mais merci à toi. J'hallucine, quoi. T'es là avec tes micros, ta caméra, ta lumière. C'est hyper pro, hyper carré. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ce média. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à s'abonner à ces réseaux aussi, pour tout suivre. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.